plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je souhaiterais d'abord remercier les organisateurs du cycle de conférences de m'avoir invité à venir réfléchir avec vous sur un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, soit la certification. C'est une occasion privilégiée de réfléchir à ce mot qui fait partie de mon vocabulaire et certainement du vôtre également depuis si longtemps, mais que je n'avais pas eu l'occasion d'aborder dans une perspective plus large, plus transversale. Donc, merci de m'avoir convié à cette réflexion. Quand on parle de certification, étant donné la grande variété de certifications qui existent dans notre monde contemporain, nous n'avons peut-être pas tous les mêmes exemples en tête, ni peut-être la même définition. Alors, on retrouve des certifications partout. Là, je vous en ai donné quelques exemples ici, dans les domaines les plus diversifiés. Pensons au domaine de l'aviation, de l'alimentation, de la formation technique universitaire, de la construction, la gestion d'entreprise, mais aussi dans un domaine de grand intérêt pour la chaire Wilson, celui du numérique. Même si elle ne constitue pas une notion proprement juridique, du moins dans sa conception première, ce ne sont pas tous les dictionnaires juridiques qui la définissent, la certification intéresse les jurys et occupe une certaine place dans le droit. J'ai fait un petit exercice là, récemment, j'ai fait une petite recherche sur Canly qui atteste, une recherche qui atteste cette affirmation, puisque seulement là, dans le petit onglet législation, j'ai trouvé 21 304 occurrences de certification. Étant donné la diversité des certifications et leur hétérogénéité, la présentation d'aujourd'hui ne prétend pas, évidemment, à l'exhaustivité. Elle sera assurément teintée par ma propre connaissance des certifications, soit celles relatives aux produits principalement, comme celle du commerce équitable, de la certification biologique et de la RSE en général. Mais j'ai tenté tout de même d'élargir un peu mes horizons pour les fins de cette présentation afin d'englober la notion dans son sens plus large et ne pas limiter qu'au champ sur lequel je travaille habituellement. Donc, mais ne vous attendez pas à ce que je parle en détail de la certification des appareils électriques, là, puisque je n'en connais rien. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je suis certaine que les propos que je tiendrai aujourd'hui sur la certification résonneront. Donc, je commence avec un petit plan de la présentation, on fera un bref historique. On va s'entendre sur certaines définitions et les fonctions de la certification. Ensuite, on verra les différents types de certifications. Et en tant que juriste, on s'intéresse toujours au rapport entre la certification, l'État et le droit étatique. Donc, c'est ce qu'on fera. Et c'est ça sur quoi j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mes travaux, de mes recherches. Et finalement, je vous laisserai avec quelques réflexions en toute humilité sur la certification. Donc, commençons avec un peu d'histoire. Et là, vous avez vu, là, j'ai fait une citation, mais je la trouve intéressante. Mais d'abord, je dois vous dire qu'il est difficile, là, quand on fait des recherches, d'établir l'origine précise de la certification. Certains la font remonter à la certification des médecins dans les années 1500, à une époque où la pratique médicale en Angleterre était mal réglementée. De nombreuses personnes travaillaient sans formation ni connaissances formelles et un petit groupe de médecins dirigés par Thomas Linac qui ont persuadé le roi Henri VIII de créer un collège de médecins le 23 septembre 1518 dans le but d'accorder des licences à ceux qui possédaient les qualifications réelles. Donc, vous m'entendez déjà, une certification de personne. Donc, l'associe plutôt au monde de l'assurance maritime, et c'est la diapositive que vous voyez à l'écran, la citation que vous voyez à l'écran. Donc, on a le bureau Veritas qui, selon les recherches de Benoît Friedman, serait l'un des plus anciens bureaux de certification. C'est un organisme français qui perdure jusqu'à aujourd'hui comme un leader dans le domaine de la certification. Je lisais un rapport de Nestlé récemment sur la RSE, développement durable, et on voyait Bureau Veritas qui était encore là.
Il avait été fondé à Anvers en 1828 dans le but d'évaluer l'intention des compagnies d'assurance maritime les risques de naufrage de bateaux. Bureau Veritas cotait ainsi plusieurs navires en leur attribuant une des 3 notes de son système d'évaluation, ce qui influençait le montant de la prime, voire déterminait l'assurabilité du risque. Donc, le succès du Bureau Veritas fut tel que la compagnie s'établit à Paris dès 1933 et élargit ensuite ses activités de certification aux autres modes de transport aérien, routier, puis à tous les domaines, comme je vous dis, même en matière de RSE, il travaille aujourd'hui. Bien sûr, la certification a évolué avec les années et n'est plus ce qu'elle était en 1828. Elle est maintenant surtout associée à la mondialisation, à la déréglementation ou même au New Public Management. Comme le dirait avec justesse mon collègue Stéphane Bernatchez, la certification s'inscrit aujourd'hui dans un mouvement de transformation de la régulation, illustré par le passage du droit du gouvernement au droit de la gouvernance. Mais nous y reviendrons à cette nouvelle de la certification dans quelques instants. Puisque nous nous intéressons à la certification comme mot de la norme, il convient d'abord de définir ce terme. Avant tout, il faut souligner qu'un lien important existe entre la certification et le sujet de l'excellente présentation qui a été donnée la semaine dernière par la professeure Piana, soit les standards. Ce n'est certainement pas le fruit du hasard que ces 2 termes se retrouvent dans le même cycle de conférences. L'ordre logique est même respecté puisque la certification se trouve généralement en aval des standards, car lorsqu'on certifie des produits, des personnes, des entités, des formations, on le fait à partir de standards. L'exemple des standards ISO, de l'Organisation internationale de normalisation, est une excellente illustration. L'ISO édicte des standards dans une variété de domaines. On rencontre plus de 24 000 normes. Et ensuite, c'est des organismes certificateurs qui vont octroyer une certification à partir de ces standards ISO. Donc, commençons par des définitions du Larousse, donc assurance donnée par écrit, procédure d'authentification d'un acte, attestation par les responsables de l'aviation civile internationale, la conformité des caractéristiques d'un appareil aux normes en vigueur. Donc, on a l'idée d'assurance, d'authentification, d'attestation d'une conformité à des normes. ISO va nous dire que la certification, c'est l'assurance écrite sous la forme d'un certification, donné par un tiers qu'un produit, un service ou un système donné est conforme à des exigences spécifiques. Alors, l'idée d'assurance. J'ai mon petit livre là ici. Sur la certification, le que sais-je nous dit que la certification est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un service, un système, qualité, un organisme est conforme à des exigences spécifiques. Et là, vous voyez que l'on parle d'une tierce partie. Je vais y revenir tout à l'heure. Certains considèrent que la certification n'existe que lorsqu'il y a qu'une tierce partie, mais on va voir là, certains vont, je vais avoir une approche un petit peu plus large de la certification dans ces fonctions. Moi, je me suis aussi, je suis allée faire une petite recherche dans un domaine qui vous intéressait peut-être plus, donc, et avec lequel je suis beaucoup moins familière, mais sur le site de la lccjpi.ca, donc la loi concernant le cadre juridique des technologies d'information, j'ai trouvé une rubrique certification et je trouvais ça très pertinent de regarder ça avec vous. Donc, bon, on nous dit que les articles 47 à 62 de la loi font référence au concept de certification numérique. Et je vais même au deuxième paragraphe. Schématiquement, un tiers digne de confiance, encore on a une confiance, d'assurance, atteste d'un fait, attestation encore, d'un fait au bénéfice de ceux qui ont besoin de disposer d'un niveau approprié de certitude quant à l'existence de ce fait.
voyez un peu l'idée, mais je trouvais que c'était intéressant d'aller dans des domaines que je ne connaissais moins, mais qui reprenaient les mêmes éléments de la certification. Ben, c'est ça, la certification est un processus destiné à réduire l'incertitude, on revient encore à ça, il vise à procurer la quantité optimale d'informations à l'égard d'une personne, d'un document, d'un objet, afin de pouvoir procéder à une transaction avec un niveau de risque acceptable. Et là, on cite Trudel de Lille. Donc, voilà pour vous avez une bonne idée de ce que c'est la certification avec quelques petites différences près. Mais passons maintenant aux fonctions, hein, une notion connexe à la définition. La littérature et les discours des acteurs, des actrices de la certification m'ont permis de recenser plusieurs fonctions qui sont attribuées à la certification. En gros, la certification vise à rassurer, à prouver que l'on se démarque, à agir où l'État ne souhaite pas intervenir ou n'arrive plus à intervenir, etc. Donc, je vous donne quelques exemples de fonctions associées à la certification. ISO va nous dire que la certification peut s'avérer un outil utile pour gagner en crédibilité en démontrant que votre produit ou votre service répond aux attentes de vos clients. Dans certains secteurs, la certification est une exigence légale ou contractuelle. On va y revenir quand on va parler du rapport de la certification avec l'État. Dans mon petit livre, la certification recouvre 3 enjeux essentiels. Hein, ça, c'est clair, mieux vendre, mieux acheter, mieux réglementer. Et ici, je vous mets là, un petit extrait d'un texte que j'avais écrit avec ma collègue Alison Marchidon, qui montre aussi cette nouvelle conception de la certification, cette nouvelle fonction qu'a la certification. Donc, le transfert de régulation qui s'opère dans ce passage à la gouvernance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donne ainsi lieu à une privatisation croissante de la régulation sociale et économique, engendrant l'émergence de dispositifs de régulation alternatifs, complémentaires et parfois inédits, et la certification rentre dans ce cadre. Ces outils de régulation visent, en l'absence de législation, de supervision réglementaire adéquate, parce qu'on va le voir, c'est souvent un problème de mise en œuvre, à répondre aux préoccupations, aux pressions des consommateurs, des différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement, voire des décideurs publics qui réclament de plus en plus de garanties. Car l'idée de garantie quant aux caractéristiques d'un produit ou d'un service, au mode de production, aux pratiques et à la gouvernance des entreprises. Donc, voilà, essentiellement, là, je vous ai dit, je ne prétends pas à l'exhaustivité, je n'ai pas fait le tour de toutes les fonctions, mais quand même, vous avez un bon aperçu de ce à quoi on s'attend par rapport à la certification. Maintenant, passons au type de certification. Je vais juste calculer mon temps. Les types de certification d'abord. Que certifie-t-on? Qui élabore? Qui sont les auteurs des certifications? Et quelles sont les différentes formes de certification? Bon, que certifie-t-on? Là, j'ai pris un extrait du site de l'AFNOR, qui est l'Agence française de normalisation. Donc, on va dire qu'on va certifier des produits, que je connais beaucoup plus, donc les produits biologiques, les produits équitables. Ça rentre dans ce type de certification. On a les certifications de système, donc qui permettent d'améliorer la performance de l'organisation, réduire ses coûts, etc. La certification de compétences. Donc, on évalue le savoir-faire, les compétences d'un individu. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la certification des médecins, donc la certification de personnes, d'individus. Ça peut entrer là-dedans, la certification d'un pilote d'avion, par exemple. Hein. On aimerait que ça fonctionne bien pour s'assurer d'un bon vol. Et on a la certification de service, donc garantir le respect d'engagement qu'une organisation de profession prend vis-à-vis des clients. Donc, vous voyez l'éventail des certifications. Peut-être que vous avez pensé à d'autres dans votre domaine, mais je pense que c'est assez complet ici. Qui élabore les certifications? Là, je vous ai mis plusieurs auteurs, autrices de certifications, des organisations non gouvernementales. C'est surtout dans les certifications dans lesquelles je travaille, on a beaucoup de ça, et mouvements de la société civile. On a les États ou des groupes d'États, des associations d'États, des associations de l'industrie, des entreprises, des ordres professionnels, des organisations syndicales. Donc, il pourra en racheter plusieurs. Mais ce sont les principaux.
Et souvent, la certification va être le fruit de collaborations asymétriques, d'alliances négociées, de coalitions multipartites, chaque fois différentes entre ces différents acteurs. Parfois, ça émane seulement d'un seul acteur. Par exemple, la certification équitable, elle est élaborée par une organisation non gouvernementale, mais l'organisme certificateur est une entreprise. Donc, on pourrait vous aller sûrement penser à plus dans les certifications que vous connaissez, vous pouvez associer à ces auteurs de certification. Bon, maintenant, les différentes formes de certification. On va voir l'autocertification, la certification de tierce partie, là, je la mets avant la seconde, vous allez comprendre pourquoi, et la certification de seconde partie. Certains vont peut-être dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça dépend de la définition qu'on entend de la certification. Certains vont dire une certification, c'est seulement une certification de tierce partie. Mais moi, je suis un peu plus large. J'aborde la certification en tenant compte de ces trois éléments-là. Je pense que c'est ces trois types de certification. Parfois, certains vont nous dire que la première, ce n'est pas de l'auto-certification, mais de l'auto-déclaration, vous allez voir. Mais je pense que c'est intéressant de comprendre parce que vous envoyez des certifications un peu partout lorsque vous consommez des produits. Hein. Parfois, vous allez dire, finalement, ça ne correspond pas à une certification de tierce partie. C'est beaucoup de l'auto-certification, de l'auto-déclaration. J'avais écrit il y a longtemps un texte avec ma collègue, lorsque j'étais étudiante à la maîtrise, ma collègue Aude Tremblay, on avait écrit un texte qui a été publié dans la Revue internationale de droit et de politique de développement durable de McGill sur la certification équitable, puis on regardait les différentes alternatives. Donc, on avait présenté ces types de certifications-là. Donc, ça fait assez longtemps que je travaille là-dessus. Mais c'est resté quand même, la distinction demeure encore aujourd'hui, même si ça fait longtemps qu'on a écrit cet article. Bon, commençons par l'auto-certification ou l'auto-déclaration. Ça consiste pour les entreprises, les entités, les personnes à se fixer leurs propres normes, à évaluer la conformité de leurs pratiques à leurs propres normes pour ensuite auto-proclamer, auto-déclarer, s'auto-certifier, donc auto-proclamer l'atteinte des critères qu'elles ont elles-mêmes édictés. Dans certains cas, on va avoir des entreprises qui vont reprendre des cahiers des charges, des standards, des référentiels qui existent déjà, disons la norme ISO, puis ils vont dire, nous, on répond à ces critères-là, donc ils s'auto-certifient même si ce ne sont pas, eux les auteurs des standards. Donc, ça rejoint ce type d'affirmation, de déclaration. Dans le domaine du commerce équitable, on avait trouvé, ma collègue et moi, on donnait l'exemple de l'entreprise de cosmétiques de Body Shop qui a créé en 1987 une gamme de produits appelée commerce équitable communautaire. Donc, vous avez créé leur propre référentiel et disaient respecter leurs référentiels dans leur action. Il y a plusieurs produits qui sont commercialisés dans des boutiques spécialisées de commerce équitable qui adoptent ce type de certification. Il y a plusieurs multinationales aussi qu'on voit en matière de RSE, développement durable, même certaines qui laissent tomber des certifications de tierce partie pour se créer elles-mêmes des nouveaux référentiels. Donc, c'est fréquent en alimentation, c'est fréquent dans plusieurs domaines, mais je pense que oui, en alimentation équitable, éthique, tout ça, c'est quand même très fréquent. La vente de produits affichés, équitables, éthiques sur la base d'une autodéclaration ne signifie pas nécessairement que la pratique est douteuse. Moi, on ne remet pas ça en cause, peut-être que ça l'est, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on fait de l'auto-certification que c'est douteux. Il se peut qu'une entreprise respecte effectivement les mêmes critères que ceux prévus dans un régime de certification de tierce partie, mais on va faire le choix de l'autodéclaration, de l'auto-certification en raison des frais importants qui découlent de la certification ou simplement pour des raisons de marketing, on décide de faire autre chose.
Ceci étant dit, il faut dire que l'auto-certification complique la tâche pour les consommateurs et consommatrices, notamment de connaître ce que signifie, qu'est-ce qui est derrière cette certification-là. Par exemple, même dans les multinationales, souvent, si on va cliquer pour comprendre ce que ça veut dire, telle auto-certification sur le produit, bien, parfois, il arrive qu'on n'arrive pas à trouver les cahiers des charges. C'est plus marketing, mais est-ce que c'est mauvais pour autant? Je ne sais pas, mais ça peut créer de la confusion. Ça peut créer des attentes qui ne sont pas remplies, des attentes d'information chez les consommateurs. Donc, là, maintenant, je vais passer à la certification de tierce partie en vous donnant l'exemple des produits biologiques au Canada. La certification, c'est la plus connue et c'est celle qui répond, comme je vous disais tout à l'heure, à toutes les définitions préalablement présentées de la certification. C'est celle qui est octroyée par une tierce partie. Une tierce partie, c'est un organisme qui agit à titre indépendant de l'organisation qu'il certifie ou dont il certifie les produits. Et contrairement à la procédure d'auto-certification où les règles sont créées et vérifiées par des personnes qui relèvent de l'organisme même auquel ces règles sont destinées, la tierce partie élabore des règles dont elle contrôle l'application par l'intermédiaire du processus de certification. Voilà, excusez-moi, je pense que je me suis fait ce que je voulais dire. Donc, la tierce partie, donc, ça implique une entité indépendante à l'entité qui édicte la norme, la certification. Et donc, si je vous donne l'exemple de la certification biologique, on va y revenir tout à l'heure, vous savez que le régime biologique au Canada, au Québec, c'est un régime obligatoire, donc c'est-à-dire que si je veux écrire sur mon papier biologique, je dois être certifié dans, c'est encadré par le règlement sur la salubrité des aliments au Canada, sa partie 13. À l'article 340, on a des définitions et on donne la définition d'organisme de certification et d'organisme de vérification de la conformité. Souvent, dans les régimes de certification de tierces parties, c'est ça, bien pas souvent, tout le temps, on va avoir un organisme de certification et on va avoir une accréditation. Donc, ce sont deux notions qui font partie d'un régime de certification de tierces parties. Et un organisme de certification, vous comprenez bien, c'est l'organisme qui va certifier les produits biologiques et l'organisme de vérification de la conformité ou celui qui va donner l'accréditation à l'organisme de certification. Donc, pour bien comprendre, je vous montre ici, j'ai fait un petit dessin, un petit schéma. On a l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui va conclure un accord avec un organisme de vérification de la conformité. Cet organisme de vérification de la conformité va accréditer les organismes de certification. À l'heure actuelle, je pense qu'on a 3 organismes de vérification de la conformité dans le régime vidéo canadien et on a 36 organismes de certification dans ce régime-là, dont et l'organisme de certification, c'est l'organisme qui va certifier le produit de la personne. Comme le soulignent les auteurs Ben Youssef, Grollo et Jebsi, ce dispositif d'accréditation vise à attester, à garantir la compétence des certificateurs et leur indépendance, notamment financière. Et vous voyez, là, ici, on a des normes ISO qui ont été élaborées pour encadrer ce type de certification par une tierce partie, dont la norme ISO 17011 là, pour les organismes d'accréditation. Et on a aussi la norme ISO 17065. Donc, je pense que je n'entrerai pas en détail dans l'ISO. Vous avez bien compris un peu l'idée de la tierce partie. C'est celle en laquelle on a le plus confiance parce qu'il y a un tiers indépendant dans le processus. Donc, et là, je vous amène à la certification de seconde partie. Là, ça va être une page blanche parce que je n'ai pas de citation ou quoi que ce soit à vous dire par rapport à ça. Mais attendez, je reviens dans les affaires. C'est une certification pour des initiatives qui sont difficiles à être classées dans la catégorie de l'auto-certification, mais elles ne peuvent pas être classées non plus dans la certification de tierce partie. On l'appelle la certification de seconde partie.
Et dans le cadre de cette procédure de certification, l'évaluation du produit ou de l'organisation que l'on souhaite doter de la qualification équitable elle n'est pas effectuée par l'entreprise qui commercialise le produit équitable, ou la distingue de l'auto-certification, mais plutôt par une entité qui a un intérêt commercial, donc pas tout à fait indépendant dans la commercialisation des produits équitables, ce qui diffère aussi de cette certification que l'on vient de voir de tierce partie. Et dans notre article, on avait parlé, dans le domaine équitable, on a la certification qui est octroyée par la WFTO, qui est la World Fair Trade Organization, qui se situe dans cette catégorie. On a créé un système qui vise à identifier les organisations de commerce équitable. C'est un système de garantie. Il ne s'agit pas de certifier les produits, mais bien l'entreprise, la chaîne de production. Le logo de la WFTO peut être utilisé par tous les membres à condition qu'ils remplissent les standards prévus et qu'ils se soumettent au système d'évaluation. Et ce système-là comprend principalement des auto-évaluations, des évaluations par des pairs, ainsi que des inspections externes qui visent le respect des critères. Et pourquoi certaines personnes ou organisations vont choisir cette certification de seconde partie? Bien, on a l'ancien directeur de la WFTO, Rudy Dalveig, qui dit que la création de ce système vise à retrouver la conception originale du commerce équitable, c'est-à-dire réunir le consommateur et le producteur trop distants lorsque les produits du commerce équitable passent par des circuits moins équitables comme la distribution. Donc, c'est un peu à mi-chemin entre les deux. J'espère que là, je ne sais pas trop dit, mais là, ça s'en vient, les rapports à l'État. Bon. Je regarde juste mon temps. OK, je devrais être bonne. En tant que juriste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on se retrouve face à un instrument normatif, on est toujours porté à nous intéresser à ces rapports entre le droit et à ces rapports à l'État puis au droit étatique. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire et vous allez voir, je vais encore avoir des exemples qui sont tirés de ce que je connais le plus, les certifications équitables biologiques, mais quand même. On va commencer par la certification, donc les rapports à l'État, la certification qui est exigée ou encadrée par l'État, ensuite recommandée par l'État et la certification qui est complètement volontaire, qui est en dehors des activités de l'État. Et je vous donne des exemples rapidement. Une certification qui est exigée par l'État, on peut penser à toutes les certifications en matière de sécurité. Hein? Quand on veut commercialiser des produits, des appareils électriques au Canada, il faut qu'ils aient obtenu une certaine certification. Chose pour les avions. Donc, ici, je vous présente, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais je mentionne pour l'aspect encadré par l'État, hein, c'est la certification biologique. Donc, on a un régime qui encadre la certification biologique, comme je vous ai dit, avec un organisme accrédité, un organisme certificateur et c'est prévu et on a des normes des produits biologiques, la certification biologique dans ces deux instruments juridiques, le règlement sur la salubrité des aliments au Canada, je vous en ai parlé à l'instant, et au Québec, on a la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. Donc, on comprend bien que quand c'est un commerce interprovincial et international, c'est le régime fédéral qui est appliqué, et quand on est seulement un commerce intra-provincial à l'intérieur de la province, ce sera la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants qui s'appliquera. Donc, voilà, ça arrive qu'on exige ou on encadre les certifications par l'État. Ici, on a encouragé par l'État. Donc, et je vais vous donner l'exemple de la légation naturelle au fédéral. Donc, ici, les certifications ne sont pas obligatoires, mais elles facilitent la preuve du respect de la conformité à la réglementation. Et le gouvernement du fédéral nous dit, pour démontrer qu'une allégation naturelle est véridique et non trompeuse pour les consommateurs, ce qui est dans la loi, les entreprises peuvent suivre les lignes directrices pour les allégations naturelles. Si elles choisissent d'autres moyens fondés sur des preuves pour justifier l'allégation, elles doivent être prêtes à répondre à des demandes de renseignement ou à rectifier l'allégation si elle est trompeuse. Et là, on dit que les entreprises peuvent utiliser une ou plusieurs des options suivantes, et je vous les ai mis à l'écran,
des options suivantes de mesures fondées sur des preuves pour faciliter la justification et l'explication de l'allégation. Et là, vous voyez, le premier point, on nous suggère d'élaborer, on suggère aux entreprises d'élaborer des critères à respecter pour une allégation véridique et non trompeuse, et même de se doter, si l'on veut, d'un processus de surveillance comme des vérifications. À quoi penser? Ça réfère à quoi, cela? Ça réfère à l'auto-certification, je vous ai montré tout à l'heure, ou l'autodéclaration, si vous l'avez ainsi. Là, je passe le deuxième point, mais le troisième point, on dit recourir à la certification par une tierce partie avec des critères établis que les consommateurs peuvent consulter. Donc, voyez-vous, elle est encouragée pour faciliter la preuve qu'on respecte la réglementation. La certification et ses rapports à l'État peuvent être volontaires ou strictement privés ou évoluer à l'extérieur du cadre étatique, c'est-à-dire qu'on a comme la certification équitable, comme je vous l'ai dit, une certification, le justement, de Fair Trade, construction sur place au Canada. Donc, c'est élaboré par, les chartes sont élaborées par une organisation non gouvernementale. C'est un système qui fonctionne de façon strictement privée. Mais là, je vous dis strictement privé, puis si on revient aux définitions qu'on a vues au début, il est quand même possible qu'elle devienne obligatoire dans un autre cadre par d'autres entités, c'est-à-dire le co-contractant. Il arrive parfois, mettons dans le domaine du café, que l'importateur de café exige une certification pour pouvoir conclure un contrat avec un producteur, par exemple. Donc, ça pourrait arriver. Ça pourrait même arriver dans des appels d'offres publics. Hein. Il arrive que l'État exige le respect de certaines certifications dans le cadre de ce processus d'appel d'offres public. Donc, voilà ce que je vais vous dire par rapport à l'État. Je sais, je vais rapidement, mais je pense que vous le suivez, ça peut être assez simple. Là, on va aller voir avec le droit. Hein. Le droit, l'État, c'est dans la même branche. Donc, vous voyez, si j'avais dit, il y a 4 types de rapports au droit étatique que j'ai identifiés, que l'on utilise, vous pourriez en donner d'autres, mais je pense que c'est les principaux que l'on retrouve dans la littérature. Les auteurs vont nous dire que les rapports de ces instruments de régulation ont des rapports, ont certains rapports avec le droit étatique. Dans un premier temps, on va voir que la certification peut réitérer le droit étatique. Donc, je vous donne les exemples de la certification équitable parce que je la connais bien, celle de Fair Trade International, dont vous avez vu le logo juste à l'instant. Donc, on dit, pour fixer ces standards, Fair Trade International suit certains standards et conventions internationalement reconnus. Fair Trade International exige que les organisations de producteurs et les entreprises respectent la législation nationale en toutes circonstances. Donc, à l'intérieur du régime de certification qui est privé, on exige que la législation nationale soit respectée, à moins que la législation soit en désaccord avec des standards et des conventions internationalement reconnues. Et si c'est le cas, c'est le standard le plus exigeant qui prévaut. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on a un système un système étatique où il n'y a pas beaucoup d'inspections, ça arrive souvent là, dans les pays où j'ai fait mes recherches, même au Canada, où quand on a des législations nationales qui sont plus ou moins bien mises en œuvre, bien, la certification équitable va pouvoir, par le biais de ses inspecteurs, s'assurer que l'on respecte la législation nationale. Ici, c'est rien de nouveau. On réitère la législation nationale ou les conventions internationales. Je vous donne un exemple ici tiré des standards, juste à l'instant, des standards de la certification équitable, mais ici, je vous donne l'article 2 de la Convention sur le travail forcé de l'UIT. Donc, le travail forcé est interdit. Ici, on réitère encore, voyez-vous, on mentionne même les conventions internationales dans les cahiers des charges, dans les standards de la certification équitable. Donc, là, votre entreprise n'engage pas, ne soutient pas et ne tolère pas directement ou indirectement le travail forcé. Souvent, on va avoir des termes peut-être un peu plus accessibles, donc on a un accès au droit qui est peut-être qui est là, où on va donner des exemples de non-conformité comme on a ici, ce qui permet une meilleure compréhension du droit. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est qu'il faut respecter les conventions internationales et la législation nationale qui interdit le
travail forcé. Donc, on va réitérer le droit dans les conventions, mais maintenant, on va aller voir la certification, elle peut relayer ou appuyer la mise en œuvre de la norme étatique. Donc, ici, je vous donne l'exemple de l'interdiction du travail forcé qu'on retrouve dans la certification équitable. Donc, c'est interdit, pas du travail forcé, pardon, du travail des enfants. Donc, on ne peut pas employer d'enfants de moins de 15 ans. Donc, vous allez me dire, ben ça, c'est réitérer le droit étatique ou réitérer, c'est ça, qu'il soit international ou national. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on rajoute un mécanisme de mise en œuvre de cette norme-là. Parce qu'on sait que le travail des enfants, par exemple, il ne suffit pas de dire le travail des enfants, puis ça règle tout le problème, hein, parce que souvent, les enfants vont aller dans d'autres formes pires de travail des enfants, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut que l'entreprise élabore et met en œuvre une politique relative au travail des enfants, comprenant une déclaration claire. Bon. Puis là, on explique aussi que si dans le passé, on engageait des enfants, ben, il faut que l'entreprise s'assure que ces enfants ne s'engagent pas. Il n'y a pas le risque de s'engager dans des formes de travail encore pires. Donc, puis il faut développer une politique. Voilà. On relaie, c'est encore la même idée de respecter le droit étatique, mais de donner des moyens de mise en œuvre plus importants. On complète le droit. Donc, parfois, on va au-delà de ce que prévoit le droit. Ici, dans la certification équitable, on a l'interdiction de certains pesticides. Donc, la certification équitable n'est pas la certification biologique. Donc, ce ne sont pas tout l'usage de pesticides n'est pas complètement interdit, mais l'usage est limité. Donc, on a une liste rouge, une liste orange. Donc, vous voyez ici, donc, ça va au-delà du droit étatique, hein, parce que le droit étatique n'interdit pas l'utilisation de pesticides, il peut l'encadrer, mais quand même. Donc, ici, on va interdire plusieurs substances et on va aussi demander à ce qu'on mette en œuvre au moins une mesure de contrôle alternative, autre que l'application des pesticides, et au moins une mesure de prévention pour empêcher la prolifération des nuisibles, afin de démontrer la maîtrise des nuisibles de la maladie dans l'agriculture. Donc, par exemple, l'entreprise des nuisibles que j'ai vu dans des vignobles prenaient des canards qui mangeaient des petites bestioles dans les vignobles. Donc, c'était une façon donc, on demandait à ce que l'entreprise mette en œuvre déjà d'avance une mesure de contrôle alternative, ce que ne prévoit pas le droit sud-africain, chilien ou argentin dans les de mes juridictions où j'ai fait ces recherches. Concurrence, le droit. Là, je ne vous ai pas donné l'exemple, je ne voulais pas citer des gens, des certifications là, qui ne respectent pas le droit, mais ça arrive, hein, c'est une critique que l'on fait au régime de certification. Certaines concurrencent le droit étatique, c'est-à-dire que, bon, il y a des cas où la certification ne va pas tenir compte du droit national ou du droit international. On en parle plus tard dedans, une fois de conduite, ça arrive aussi. Donc, par rapport à la liberté d'association, ça arrive à certains endroits où c'est une drôle d'interprétation de la liberté d'association qui est plus restrictive. Donc, ça arrive qu'on ne respecte pas ça. Dans le cas de la certification équitable, comme je vous l'ai montré ici, en principe, on devrait, hein, voyez-vous, la règle, c'est qu'on devrait respecter la législation nationale et les conventions internationales. Et même si la législation nationale n'est pas aussi élevée que les standards c'est le standard le plus exigeant qui prévaut, donc on a moins ce cas-là, mais ça arrive qu'il y a des certifications où on ne tient pas compte du droit national, où il y a des incohérences avec le droit national et international, ça peut être des problèmes importants. On parle aussi de shopping normatif, donc c'est-à-dire qu'on va choisir les normes qui nous font plaisir de respecter et qui accroche plus, qui intéresse plus le consommateur. Donc, on va élaborer certaines normes, pas élaborer, mais on va choisir certaines normes, par exemple, du droit international. On va dire si c'est la plus constante, mais c'est critiqué par plusieurs, parce que ça ne donne pas une mise en œuvre complète du droit, surtout dans des juridictions où la mise en œuvre du droit étatique est limitée. Parce que dans la majorité des juridictions, je dois dire, y compris la nôtre. Donc,
Voilà pour les rapports. Tu sais, je suis allée vite, là. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais là, je sais que le temps file et vous avez peut-être des choses à me dire, me parler de vos propres certifications avec lesquelles vous travaillez. Donc, je vais avancer et je vais vous amener vers mes réflexions. Mes réflexions, je vais vous le dire, c'est en toute humilité que je vous les partage. Je m'intéresse depuis plusieurs années aux certifications, comme je vous l'ai dit. Et la préparation de cette présentation aurait pu sembler simple, c'est-à-dire vous partager de tout ce que je dis sur les certifications depuis de nombreuses années. Mais le contexte proposé dans le cycle de conférence m'a amené à aller un peu plus loin. Là, je vous dis sur toute humilité, là, à me questionner sur des aspects que je n'ai pas beaucoup abordés, que je prenais peut-être pour acquis. Donc, je vous remercie, Lydie et Vincent, de m'avoir amené là. Et quand je présente mes travaux sur la certification, on me pose souvent la question de son effectivité. Je faisais d'ailleurs des recherches, là, j'avais 2 projets de recherche dans le domaine de la certification de la banane qui portait sur l'effectivité de la certification. C'est vraiment un sujet qui revient tout le temps depuis que je travaille là-dessus. Donc, on dit, est-ce que ça fonctionne, la certification? Est-ce qu'on peut s'y fier? Hein? Rappelez-vous la notion d'assurance, hein? C'est ça qui vient en tête aux gens. Et ces questions sont généralement suivies par des exemples d'articles de presse, hein, montrant du travail des enfants dans des certifications équitables ou des résidus de pesticides dans des produits certifiés biologiques. Et quand on me pose ces questions et on m'amène ces articles de presse, j'avais toujours pour réponse, bien, la certification, ce n'est pas la panacée. D'après mes recherches, je ne peux pas affirmer qu'elle est efficace et effective à 100%. Nombreux sont d'ailleurs les rapports qui concluent que les certifications de tout type ne sont pas parfaites, ou devrais-je dire, sont loin d'être parfaites. Pensons au Boeing 737 MAX, hein, c'est un problème de certification. Donc, ce n'est pas les certifications biologiques équitables, n'en sont pas exclues de ce problème d'effectivité. Et j'enchaîne toujours cette discussion de la même façon. Je vous mets au défi de trouver un ordre juridique, un ordre normatif ayant un taux d'effectivité de 100%. Certaines dispositions, vous allez me dire, peuvent avoir un taux d'effectivité élevé dans nos juridictions, mais dans l'ensemble d'un ordre normatif, d'un ordre juridique, c'est tout autre chose. C'est d'ailleurs ce constat à l'égard de nombreuses certifications, comme je vous l'ai dit. Et au fil de mes recherches, j'ai changé moi-même le regard que je posais sur la certification équitable. Alors, au début de ma thèse de doctorat, j'allais là en essayant de trouver quelles étaient les lacunes de la certification sur le plan d'effectivité. Inspirée, bien sûr, moi-même par ces articles qui critiquent l'existence du travail des enfants, des problèmes environnementaux dans les cultures certifiées équitables. Mais j'ai changé ma perspective car j'ai trouvé des aspects qui sont beaucoup plus intéressants. Et l'un des constats auxquels je suis arrivée à travers mes différentes recherches sur la certification concerne la fonction de la certification, son intérêt. La certification sert à reconnaître de bonnes pratiques, mais elle sert aussi à modifier et à améliorer les pratiques. Ma collègue Alison Marchildon, qui est professeure en éthique appliquée, avec qui j'effectue des recherches sur la gouvernance du commerce équitable, vous parlerait de pouvoir capacitant de la certification par rapport au pouvoir contrôlant. Il y a l'idée d'ailleurs d'une certification qui est évolutive. Et là, je vous donne un extrait des standards de la certification équitable. Donc, l'idée, c'est que il y a certains critères qui doivent être considérés comme fondamentaux dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer une transparence, mais on accepte dans la certification équitable qu'il y ait des progrès. Donc, peut-être que vous connaissez des certifications qui sont comme ça aussi, mais je trouvais ça bien intéressant. Donc, voyez-vous, avec chacun des standards, des articles, on voit si c'est un critère central ou un critère de développement. Puis, en dessous de tout ça, on va voir qu'il y a l'année à laquelle on doit avoir atteint le respect de ces standards-là. Quand on va faire des audits, puis disons, on est dans l'année 1, mais on va quand même regarder pour qu'on soit sur la bonne voie pour se conformer aux critères à l'année 3 et même à l'année 6. Donc, moi, je trouve ça intéressant que c'est vraiment un processus évolutif d'apprendre, parce que vous imaginez, avec les nouvelles certifications qu'on a, c'est plus de dire est-ce que c'est
c'est quand même complexe. Là. On essaie de résoudre des problèmes que l'État n'est pas capable de résoudre depuis des années. Là. Donc, le travail des enfants, les conditions de travail, la liberté d'association, l'environnement, la discrimination. Donc, l'idée, c'est que on forme les gens, on se rend compte que on n'est pas capable d'atteindre ça peut-être à l'année 1, mais qu'on arrive à l'atteindre au fur et à mesure. Donc, une idée d'amélioration. Ici, je vous ai mis sur un cahier là, pour l'audit. On montre qu'on voit que ce n'est pas 100% atteint, mais qu'on souhaite se rendre à une certaine conformité après un certain temps. Mais on admet que cela peut prendre un certain temps. Mais si je reviens aux définitions de la certification que je vous ai présentées au début, et les prétentions, les fonctions que lui accolent plusieurs, cela peut paraître paradoxal, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis que la préparation de cette présentation m'a amenée à m'interroger. Je dois avouer que je n'ai pas de conclusion aboutie, comme je l'ai dit, c'est en toute humilité, mais ma réflexion se poursuit. Peut-être qu'elle va se poursuivre justement dans le texte écrit. Et même, j'aimerais vous inviter, peut-être que dans vos domaines, ça ne se pose pas, cette question-là d'effectivité qui est limitée, qui est relative. Peut-être qu'une piste de réflexion, je vais terminer là-dessus, pourrait être celle de cette question. Y aurait-il lieu d'être simplement plus réaliste, plus lucide, plus humble lorsqu'on parle de la certification? Et l'interprétation de ces mots dépend peut-être du type de certification. Pour les certifications qui servent à tester certaines pratiques qui ne se contentent que de reprendre le droit existant ou qui repose sur des normes techniques, comme en matière d'aviation, d'électricité, on espère tous que l'assurance dont fait allusion la définition de la certification est solide et sans faille. Or, comme on l'a vu, c'est loin d'être le cas à l'heure actuelle. Là, ici, je vous mettais un exemple, la certification biologique, c'est un rapport du commissaire au développement durable qui nous dit qu'il y a des problèmes dans la certification biologique, surtout au point de vue de sa mise en œuvre. Et comme je vous disais, dans le cas des avions, des appareils électroniques, on n'a pas un taux d'effectivité de 100%. Être plus réaliste ou plus lucide par rapport à ce type de certification qui est plus technique signifie peut-être être conscient que la certification, à l'instar du droit étatique, peut difficilement obtenir un taux d'effectivité élevé en l'absence de moyens ou de ressources qui y sont consacrées. Lorsque l'État s'en remet aux certificateurs privés, il faudrait peut-être s'assurer que ces derniers ont les moyens nécessaires pour remplir les rôles qui leur sont impartis. Il ne suffit pas de privatiser, de se fier uniquement au marché pour assurer un fonctionnement optimal. La concurrence, bien sûr, peut jouer un rôle important, mais elle n'est pas toujours suffisante. Et moi, je me dis, pourquoi avant d'avoir des attentes beaucoup plus élevées par rapport à une certification privée que des attentes qui sont plus élevées que celles que l'on a par rapport au droit étatique? Il faut également assurer une certaine surveillance des pratiques des certificateurs. La privatisation des services publics doit devenir, dans certains cas, du moins avec d'autres types d'interventions de l'État, dont un certain contrôle étatique, que la certification soit encadrée par le droit ou qu'elle relève complètement de la sphère privée. Et c'est ce que je voulais vous donner comme exemple ici, dans ce rapport du commissaire au développement durable, qui nous dit qu'il manque de surveillance. Et je pense qu'il serait utopique de se fier seulement à l'autorégulation du secteur privé pour atteindre un taux d'effectivité élevé. Il faut que l'État continue à jouer un certain rôle, différent, mais un rôle tout de même. Et comme je l'ai mentionné précédemment, au cours des dernières décennies, les certifications se sont beaucoup complexifiées, surtout en matière sociale, environnementale, éthique. Leur rôle, leur raison d'être a donc aussi évolué. Et pour ce type de certification, qui peuvent être vues davantage comme un outil de changement des pratiques ou d'amélioration des pratiques, comme je vous l'ai dit, l'approche plus réaliste, plus lucide, plus humble, appelle peut-être à plus de précision. Devrait-elle se présenter davantage comme un outil d'amélioration des pratiques plutôt que de se prétendre un outil de garantie absolue? Donc, c'est sur ces réflexions que je vous laisse et que j'aimerais vous entendre dans la période de discussion. Je vous remercie.